La politique d'Aristote, livre 4e, chapitre 7. Sommaire. Suite. Des éléments indispensables à l'existence de la cité. Ils sont de 6 espèces. Les subsistances, les arts, les armes, les finances, le sacerdoce, et enfin la gestion des intérêts généraux et la décision des jugements. Sans ces éléments, la cité ne peut subsister et être indépendante. De même que dans les autres composés que crée la nature, il n'y a point identité entre tous les éléments du corps entier, quoiqu'ils soient essentiels à son existence, de même on peut évidemment ne pas compter parmi les membres de la cité tous les éléments dont elle a pourtant un besoin indispensable, principe également applicable à toute autre association qui ne doit se former que d'éléments d'une seule et même espèce. Il faut nécessairement à des associés un point d'unité commune, que leurs portions soient d'ailleurs pareilles ou inégales. Les aliments, par exemple, la possession du sol ou tout autre objet semblable. Deux choses peuvent être faites l'une pour l'autre, celle-ci comme moyen, celle-là comme but, sans qu'il y ait entre elles rien de commun que l'action produite par l'une et reçue par l'autre. Tel est le rapport dans un travail quelconque de l'instrument à l'ouvrier. La maison n'a certainement rien qui puisse devenir commun entre elle et le maçon. Et cependant, l'art du maçon n'a pas d'autre objet que la maison. Et de même, la cité a besoin assurément de la propriété, mais la propriété n'est pas le moins du monde partie essentielle de la cité, bien que la propriété renferme comme élément des êtres vivants. La cité n'est qu'une association d'êtres égaux recherchant en commun une existence heureuse et facile. Mais comme le bonheur est le bien suprême, comme il réside dans l'exercice et l'application complète de la vertu, et que dans l'ordre naturel des choses, la vertu est fort inégalement répartie entre les hommes, car quelques-uns en ont fort peu et en sont même tout à fait dénués, c'est évidemment là qu'il faut chercher la source des différences et des divisions entre les gouvernements. Chaque peuple, poursuivant le bonheur et la vertu par des voies diverses, organise aussi sa vie et l'État sur des bases qui ne le sont pas moins. Voyons donc combien d'éléments sont indispensables à l'exercice de la cité, car la cité résidera nécessairement dans ceux à qui nous reconnaîtrons ce caractère. Énumérons les choses elles-mêmes afin d'éclaircir la question. D'abord les subsistances, puis les arts, tous objets indispensables à la vie qui a besoin de bien des instruments. Puis les armes, dont l'association ne peut se passer pour appuyer l'autorité publique en son propre sein contre les factieux et pour repousser les ennemis du dehors qui peuvent l'assaillir. En quatrième lieu, une certaine abondance de richesses, tant pour les besoins intérieurs que pour les guerres. En cinquième lieu, et j'aurais pu placer ceci en tête, le culte divin ou, comme on l'appelle, le sacerdoce. Enfin, et c'est ici l'objet sans contredit le plus important, la décision des intérêts généraux et des procès individuels. Telles sont les choses dont la cité, quelle qu'elle soit, ne peut absolument point se passer. L'agrégation qui constitue la cité n'est pas une agrégation quelconque, mais, je le répète, c'est une agrégation d'hommes pouvant satisfaire à tous les besoins de leur existence. Si l'un des éléments énumérés plus haut vient à manquer, il est dès lors radicalement impossible que l'association se suffise à elle-même. L'État exige impérieusement toutes ces fonctions diverses. Il lui faut donc des laboureurs qui assurent la subsistance des citoyens. Il lui faut des artisans, des guerriers, des gens riches, des pontifes et des magistrats pour veiller à ses besoins et à ses intérêts.